Merci à vous d'être là. Franchement, encore plus que d'habitude. Merci à vous d'être là parce que ça fait quand même plaisir qu'il y ait un peu de monde et que vous ayez fait ce trajet. C'est la dernière conférence du cycle de 2025-26. On a eu l'atelier du Balto, Alep, Philippe Delio, et puis Mathieu Gontier la dernière fois qui a fait une belle conférence aussi. On reprendra l'année prochaine pour ce qui est des conférences écoles du paysage avec un petit saut d'échelle, Bertrand Folléa en septembre sur le plan paysage, et puis ensuite il y aura Utopie rustique, plutôt les paysagistes dans l'action de jardinage et de projets. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir l'atelier Roberta, avec peut-être le voile qui va se lever sur le mythe, le mystère Roberta. Je les laisserai en parler. Moi, je voulais juste vous dire, enfin, le travail que vous menez m'a fait penser à une phrase qui compte beaucoup pour moi aussi, mais qui m'a vraiment fait penser à votre travail, m'a vraiment fait penser à cette phrase. C'est une phrase de Boris Vian qui dit: le problème, ça n'est pas de faire, c'est de faire autrement. Voilà. Et cette phrase, pour moi, elle illustre bien un peu tout l'engagement que vous avez. Si vous êtes jamais allé voir le site de l'atelier Roberta, le site internet, je vous le recommande parce que il illustre déjà cette manière de vouloir faire les choses d'une manière singulière. Il y a toujours une grande volonté d'expérimentation dans le travail de l'atelier Roberta. Il y a plusieurs facettes, la volonté de pas être spécialisé, de pas être dans une case, de pas choisir entre la poésie et la technique, mais pour tout en étant technicienne et poète. Et puis une utilisation d'outils très variés, je pense qu'on va le voir, sur des échelles très variées aussi. Il y a sur leur site aussi, on peut lire leurs chevaux de bataille, que peut-être vous allez dévoiler, mais je trouve que c'est une belle manière de montrer quel est le sens du travail qu'on veut porter. Ça relate un engagement et d'une certaine éthique. Et puis, il va y avoir plusieurs projets. Mais ce que je voulais dire pour conclure, parce que je ne vais pas être trop long, c'est qu'en fait, ici à l'IMVT, vous êtes un petit peu chez vous. Donc, bienvenue. Et puis, pour vous tous, bienvenue chez Roberta. Voilà. Bonne conférence. Merci. Merci Rémi, on se réjouit d'être là, merci pour l'invitation. On se réjouit d'autant plus d'être là puisque Roberta est née à Marseille. C'est pas forcément un mystère, mais elle est née dans un appartement du cours Lieutot, à l'époque où on était des anciennes élèves de l'école du paysage, puisqu'on a fait nos études ici du temps où l'école c'était plutôt une antenne, l'antenne marseillaise, donc c'était une sorte de petit groupuscule d'exilés du côté des docks. Et voilà, c'était vraiment la naissance de Roberta. On a commencé à travailler ensemble à l'occasion de notre diplôme, et puis on a continué jusqu'à maintenant. Et Roberta, maintenant, c'est une équipe. C'est plus seulement 3 associés, mais c'est 14 personnes et quelques satellites. Et 3 associés. Alors, on est accompagné d'Alice Mahin. Donc, moi, je suis Chloé Sanson. Et moi, je suis Céline Aubergnat. Et donc, Alice, la 3e, serait bienvenue, mais elle est en vacances avec sa famille. Mais voilà, on la représente. Elle vous embrasse. Et donc, comme Rémi l'a évoqué, Roberta, effectivement, c'est une aventure qui date de nos études, de notre diplôme, mais on a eu besoin à un moment donné de se mettre un peu d'accord sur ce qui nous rassemblait, sur ce pourquoi on avait envie de se battre, qu'est-ce qui était les fondements. Et finalement, au moment d'une
d'une candidature pour les AJAP en 2012, on a pas mal écrit et on s'est dit que voilà, il y en avait un peu finalement trois, quatre thématiques qui nous rassemblaient, qui étaient importantes pour nous, qu'on avait développées soit pendant notre diplôme, soit au cours de nos premiers projets et voilà, c'était des choses qui étaient un peu au départ de l'agence, mais on se rend compte que c'est toujours quelque chose qui nous tient, qui nous lie et qu'on assume encore. Alors il y a sans doute d'autres choses qui se sont greffées, mais chaque année on se dit bon, les chevaux de bataille, ça tient toujours, c'est toujours bon, et en fait voilà, c'est des choses qui tiennent la route parce que c'est des choses aussi assez simples, comme Actionner par exemple, qui était un des premiers chevaux de bataille qu'on avait tâtonné au moment de notre diplôme. On a travaillé sur les ocres dans le Luberon et où on s'était posé pas mal de questions sur les pratiques touristiques et la question d'un paysage un peu figé, de l'idée de mettre ou pas sous cloche. Et on avait pris le parti, voilà, de travailler sur, de penser le paysage comme des lieux avec toujours des pratiques intenses et des usages et capables d'accueillir la vie, le vivant, mais d'inclure aussi l'humain et les pratiques dans le vivant, dans les sites. Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie toujours. Le plaisir, la poésie, ça c'est quelque chose qui nous tire aussi, qui nous fait avancer, qui nous fait du bien aussi, de travailler le motif, la couleur, d'assumer aussi que paysagiste, c'est aussi un métier d'artiste et c'est aussi un peu ce qui nous a amené à l'école, je pense, cette envie aussi d'être proche de l'art. Et puis, le bon sens, là encore, c'est quelque chose qui était un peu une attitude low-tech qu'on avait au début, mais qui, finalement, au fur et à mesure de l'évolution des enjeux de notre société, des enjeux climatiques, environnementaux, ça semble, c'est encore une réponse qui fonctionne dans notre ADN, en fait, une sorte de simplicité d'aménagement qu'on recherche à chaque fois et qu'on questionne toujours. Et enfin, le temps, une évidence aussi, ne pas attendre qu'un projet arrive à maturité, se dire que même pendant le chantier, ça commence déjà, en fait, ou même dès le début, que c'est déjà en route, en fait. Et donc, travailler le temps comme une matière un peu flexible, ça permet aussi de pas attendre, en fait. Donc voilà, c'est une fondation. C'est quelque chose qu'on voit pas, mais qui tient beaucoup nos projets, qui tient les choses. Donc voilà, on en vient un peu à notre histoire de projet et le thème d'aujourd'hui. On trouvait ça intéressant de parler de projets qui, par leur échelle ou par leurs enjeux, parlent un peu des trois disciplines qui sont enseignées dans votre école. Et donc on s'est dit, c'est une bonne occasion de parler du projet urbain, qui est une discipline qu'on pratique depuis environ 5 ans à l'agence, qu'on a abordé plutôt par le projet de territoire, et puis qu'on s'est mis à pratiquer à l'invitation de confrères urbanistes et qui devient vraiment un pilier aussi de l'agence. Et donc on s'est dit, qu'est-ce que nous on peut vous raconter de ce qu'on a l'impression d'apporter à la pratique du projet urbain, d'abord comme paysagiste d'une part, et puis comme Roberta d'autre part, comment à partir de ces chevaux de bataille on aborde la question spécifiquement. Et finalement, au-delà des chevaux de bataille, c'est l'idée de faire émerger un récit des territoires qui a émergé pour nous. Donc comment une attitude paysagiste qui vient aussi de notre ADN, de ces chevaux de bataille, mais aussi de notre formation à l'ENSP, l'arpentage. Quand on a commencé nos études, il y avait un atelier qui s'appelait Comment emporter un site, qui est sans doute un des ateliers auxquels on pense tout le temps à chaque fois qu'on démarre un projet. En fait, c'est qu'est-ce qu'on a envie de ramener, et comment on fabrique de la matière à projet par ses premières expériences, par ses premières visites. Comment, comme dirait ce vieux Michel Courajou, on est en effervescence. Donc voilà. Et donc, même si le thème de la conférence tourne plutôt sur des échelles de projets urbains, on ne pouvait pas commencer notre récit sans parler de l'aventure de l'IMVT.
Donc, on se réjouit d'autant plus d'être dans cette école aujourd'hui parce qu'on a participé à cette aventure de la construction de votre école. Et donc, avec une grande équipe de concepteurs, donc on a listé ici, et pour lesquels, avec lesquels il a fallu élaborer ensemble un récit commun d'une école d'archi, d'urbain et de paysage. Dans un contexte de centre-ville avec un programme très dense. Donc, malheureusement, c'est Alice qui vous embrasse et qui a travaillé sur ce projet. Donc, nous, on sera peut-être pas forcément à même de répondre à toutes vos questions, tous les dessous du projet, mais on trouvait ça bien en introduction quand même de vous parler de ça, de faire un petit clin d'œil. Et donc de parler un peu du moment de la genèse ou du moment du concours, donc avec un sujet un peu particulier puisqu'il s'agissait de traiter du paysage à 4 échelles, le paysage comme discipline, donc ce qui nous intéressait vraiment, comment transposer la magie du lieu de notre enseignement dans un site avec un contexte, une époque. Comment illustrer, comment incarner la pratique du métier dans un lieu, dans un bâtiment. Donc le paysage comme cadre de vie ou comme espace. Quel espace extérieur on va donner à pratiquer aux usagers, aux étudiants. Il y a une idée d'une valeur aussi d'exemplarité en fait, et une pression derrière ça. Ensuite, le paysage à l'échelle urbaine, comment on s'accroche à l'échelle urbaine dans ce quartier qui était en pleine transformation de la Porte d'Aix, avec un projet urbain que vous avez sans doute dû connaître. Et puis enfin, le paysage géographique, comment s'inscrire, comment profiter de la puissance du paysage marseillais, comment l'amener jusqu'au cœur du bâtiment. Et donc... alors, on n'avance pas. Ouais. Ah, mais il s'est mis en diaporama. Non. C'est bon. Pardon. Et donc, fabriquer un récit commun avec les architectes pour faire un bâtiment paysage, c'était pour nous s'inspirer des éléments forts et pour nous fondateurs du paysage méditerranéen et du paysage marseillais qui sont la roche-mer, l'intensité, la présence de la roche calcaire, la rugosité, la douceur, la lumière, donc un rapport presque sensuel avec la pierre, donc qui s'est traduit finalement par une relation avec le béton, mais je pense que les architectes avaient envie aussi d'avoir ce rapport un peu un peu sensuel avec le béton qui évoque la pierre. Et puis, le soleil, l'ombre, aussi recherché que évité selon les saisons. Donc, il y a eu tout un tas de recherches d'ombrières, qui sont pas forcément concrétisées, mais qui ont sous-tendu le projet que vous voyez maintenant. Et puis aussi le vent, en fait, comment on l'utilise, comment on s'en protège. Bon, là aussi, finalement, ça s'est plutôt traduit par le volet des murs qui protègent que des objets qui s'animent. Même si on a compris que la toiture de la serre s'animait quand même pas mal avec le vent. Et puis, enfin, aussi les spécificités du paysage dans les conditions marseillaises, en fait, qui sont ce socle très minéral et une adaptation à une faible épaisseur de terre, au soleil, au vent, au piétinement. Et puis, un récit sur comment habiter, travailler dehors comme dedans, prolonger aussi le dedans et le dehors et trouver des espaces de transition. Donc, il y a eu tout un tas de collages, de réflexions partagées pour se mettre aussi d'accord sur ce qu'on attendait, ce qu'on imaginait. Il y a la question de l'eau qui est un peu quelque chose qui a disparu du projet, mais il y avait aussi l'idée de récupérer les eaux sur le toit, d'avoir un grand réservoir qu'on voit sur l'image ici. Et puis, comment de tous ces
de toutes ces intentions, c'est traduit la composition d'un bâtiment paysage, en fait, pour répondre à un programme extrêmement dense, en investissant les toits, mais pas seulement les toits, c'est-à-dire en investissant un parcours et une sorte de promenade paysagère et architecturale à travers le bâtiment. Et puis révéler une multiplicité d'espaces extérieurs très, très divers qui invitent le végétal autant que de parler de la minéralité, en fait. Et qu'on a travaillé chacun comme des pièces à vivre, donc avec la cour d'accueil qu'on voit ici, la cour d'expérimentation, la terrasse de la recherche, la terrasse des ateliers, la terrasse des paysagistes, et puis la Pinède, qui était un endroit qui a cristallisé aussi notre travail, où on trouvait ça intéressant de transposer un motif de paysage dans un milieu contraint, qui est vraiment un exercice qu'on fait pendant ces études, en fait, ce thème de la transposition. Et on trouvait ça intéressant aussi de tester des usages intensifs, le piétinement, comme d'avoir un peu ce lieu comme une sorte de laboratoire. C'est vrai que là aussi, ça rejoint le cheval de bataille actionné. On a beaucoup travaillé sur des cours d'école avec des enfants, des jeunes enfants. Et c'est souvent dans ces lieux-là qu'on a expérimenté aussi le contact du végétal, du piétinement et des usages intenses. C'est des choses qui nous servent aussi beaucoup dans nos projets qu'on mène maintenant, qui sont peut-être à plus grande échelle. Donc pour conclure un peu cette introduction, avant de passer la parole à Céline pour parler d'un premier projet urbain, c'était un bâtiment avec une intensité, une compacité, dans lequel on a cherché à inviter au maximum le paysage et imbriquer et finalement avoir cette imbrication paysage-architecture dès le concours, et où on a vraiment un récit partagé de bâtiments paysages méditerranéens avec l'équipe d'architectes. Et on espère que dans sa pratique, vous y trouvez votre compte. Donc je passe la parole à Céline pour la suite. Oui, donc le récit suivant, on l'a volontairement juxtaposé à celui de l'IMVT, puisqu'il parle aussi d'un rapport assez fort à la géographie comme sujet de l'histoire. Alors c'est une autre type de géographie, puisqu'on se trouve au sud de Genève, en Suisse. Donc on est lauréat on développe depuis un peu plus d'un an un concours qu'on a eu à l'issue d'un long dialogue compétitif et qui nous a pour lequel on a gagné une mission de paysagiste coordonnateur, donc avec le développement d'une sorte de plan guide, d'un concept paysager pour ce quartier qu'on voit ici avec ce périmètre orange, et une mission de maîtrise d'œuvre d'espace public sur plusieurs espaces publics. Donc on se situe donc au sud de Genève, sur un quartier industriel aujourd'hui d'activité. Si on dézoome, nous, ce qui nous a d'abord frappé, parce qu'on le voit, il y a un rapport à l'horizon très fort. Et comme on est en Suisse, évidemment, on est toujours dans une géographie un peu puissante. Et il se trouve qu'on est donc dans une grande plaine alluviale avec des rapports aux horizons hauts du massif du Jura et du massif du Salève. Sauf que cette géographie, aujourd'hui, elle est complètement cachée. Elle a été recouverte par une sorte de plaque logistique minérale sur laquelle s'est installée la zone d'activité, les industries, des faisceaux ferrés énormes. Et donc, on ne perçoit plus cette identité de plaine alluviale fertile. Et donc aujourd'hui, cette plaque logistique, elle se fragmente. Elle fait l'objet d'un grand projet urbain qui s'appelle le projet Praia Cassia Vernets, et qui vise à conserver de l'activité, de la production en ville, mais aussi à ramener du logement, de la diversité programmatique, et réouvrir cette plaque, notamment faire passer une rivière disparue qui s'appelle la Drise,
Et donc nous, le sujet du concours, c'était la pièce rouge au centre, qui est le quartier de l'Étoile et qui a pour lequel il y a une programmation assez intense et renforcée de quartiers métropolitains. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce projet urbain, enfin ce projet du PAV, il permet d'imaginer reconstruire, donc notamment par la rivière, mais des continuités hydrauliques et paysagères perdues qu'on a mis pour ici à côté ce projet de maille Baudemer, qui est Albert Baudemer, qui est un urbaniste suisse, qui a conceptualisé ce qu'on appellerait aujourd'hui des trames vertes. En fait, c'est un peu l'ancêtre de ça. Donc, c'est un plan des années 50 qui propose un maillage, une attention au fait de mailler et de créer des continuités vertes sur tout le territoire de Genève. Donc, le secteur de Carouge n'est pas visible dans cette maille, puisqu'à l'époque, c'était des zones rurales. Mais voilà, on peut s'inscrire dans ce concept urbain propre au territoire genevois. Si vous connaissez Genève, vous avez peut-être vu ce fameux jet d'eau qui est au milieu du lac. Donc, ça vous donne ici une référence par rapport aux hauteurs bâties qui sont en jeu dans ce fameux quartier de l'Étoile. C'est un plan guide qui date de 2015, donc c'est peut-être on ferait pas complètement comme ça aujourd'hui des tours de 170 mètres de haut. Il y a 3 tours de 170 mètres de haut, 3 tours de 90 mètres de haut, donc c'est déjà avant tout une densité architecturale énorme, dans laquelle il y a en plus une intensité de programmation assez exceptionnelle. Donc on s'est posé la question de comment répondre à ce projet urbain. En fait, nous, on a le concours nous donnait ce contenant, cette morphologie bâtie un peu hors norme, et elle avait été pensée avec donc des espaces publics qui étaient dimensionnés mais pas qualifiés. Donc l'objet du concours, c'était vraiment de trouver un concept paysager pour ces espaces publics, et on a proposé, pour nous, la première réponse à ça, c'était de construire une structure paysagère puissante qui allait embrasser tout le quartier et être capable de dialoguer avec ces grandes hauteurs bâties. On n'avait pas produit ces images, enfin ce collage pour le concours, mais en gros, nous, ce qui nous a un peu animés, c'est d'arriver à faire cohabiter ces deux choses, cet imaginaire des torrents, des rivières, voire de paysages de montagne aussi, d'ambiance très naturelle, avec cette image du PAV. Voilà, on voit, enfin, du quartier de l'Étoile ici avec ses grandes hauteurs, avec cette image d'Épinal entre guillemets de la ville très urbaine. Et donc comment faire ça, comment arriver à imbriquer ces deux choses. Donc voilà la première image qu'on a fabriquée, donc avec l'idée aussi de réfléchir comme une composition unique, une composition paysagère d'ensemble sur tout le quartier. C'est-à-dire qu'on n'a pas raisonné comment on va dessiner la place, comment on va dessiner les rues. On a fabriqué cette structure paysagère fertile, et ensuite on a regardé ce que ça fabriquait en dessous, à l'intérieur, et donc on a mis en place une méthode qui est presque à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Plutôt que de se questionner où est-ce qu'on allait planter des arbres, on s'est dit bon, on a une canopée continue dans tout, elle est partout, et où est-ce qu'on va les vider pour des questions d'infrastructures souterraines, de cônes de vue, de réouverture de rivières qui passent ici au centre du quartier. Et on s'est assuré qu'on était vraiment, on avait cette canopée au maximum de sa capacité. Et évidemment, l'idée, c'était pas de remplir de manière uniforme tous ces espaces publics, mais de fabriquer des ambiances différenciées avec des typologies arborées
différentes, de très grands arbres, des bosquets, des groupes et des textures qui se transforment. De la même manière, alors j'ai oublié de mentionner quelque chose d'assez important, c'est que tout le quartier est piéton et évidemment pour faire fonctionner un quartier aussi dense en étant piéton, il y a pas mal de logistique souterraine à gérer et donc on a aussi raisonné en maximisant la pleine terre, en se disant pareil que la canopée, on a un quartier entièrement poreux, où est-ce qu'on va le minéraliser à minima pour avoir le maximum d'infiltration de l'eau et fabriquer ce qu'on a appelé un quartier éponge qui va vraiment freiner l'eau, la retenir dans les espaces plantés, l'amener en dernier lieu dans la rivière, mais vraiment arriver à garder au maximum l'eau sur place. Et la dernière chose pour assurer le développement de cette fertilité de l'ensemble du quartier de l'Étoile, c'est la question du sous-sol. Comment on fabrique des substrats les plus réfléchis, les plus pertinents possibles par rapport aux essences prévues, aux usages prévus, et comment on bâtit cette ingénierie du sol spécifiquement pour le quartier. Donc voilà si on zoome un peu dans ce plan d'ensemble qu'on a fabriqué, voilà ce que ça donne, enfin l'image de cette structure paysagère. Donc qu'on voulait unitaire, comme j'ai dit, mais diversifiée dans ses ambiances. Avec ici au centre la place de l'Étoile qu'on s'est pas tellement limitée finalement, l'avenue de la Praille et puis donc toutes les rues qui sont très fortement arborées. Voilà quelques images de la maquette du concours qu'on a fabriquée à l'atelier. C'est une maquette de rendu, mais qui nous a pas mal servi comme on l'a faite à l'atelier pour vérifier certaines densités, certains principes. Donc c'est une maquette d'étude de rendu, quoi. C'est vraiment un outil qu'on a eu du plaisir à fabriquer et qu'on n'avait pas de problème à présenter comme aussi à la fin l'objet qui représente notre réflexion finalisée. Donc j'ai parlé de la méthodologie pour mettre en place une structure paysagère suffisamment forte pour dialoguer avec des hauteurs bâties et une programmation exceptionnelle. Et l'autre objectif de ces espaces publics, c'est qu'ils soient capables d'accueillir des usages métropolitains. Donc une intensité de fréquentation avec des rez-de-chaussée, toute une réflexion programmatique sur les rez-de-chaussée avec des équipements, beaucoup de commerces, beaucoup de bars, de restaurants et une volonté de ville qui vit 24 heures sur 24. C'est pas un quartier d'affaires, c'est surtout pas la Défense, c'est ça, on pense tout de suite à ça en voyant des tours. Ces tours, elles sont stratifiées avec des logements, des bureaux, des équipements, voilà. Donc il y a une intensité de vie à laquelle il faut répondre. Et ce qu'on a proposé, c'est de mettre en place ce qu'on a appelé des socles actifs, qui sont des grandes surlargeurs aux îlots bâtis minérales, qui sont capables d'accueillir toute cette intensité de fréquentation, pardon. Et donc finalement, on a renversé l'idée peut-être d'une place comme espace minéral majeur par quelque chose de plus fragmenté en fait, qui vient vraiment s'accrocher à tous les îlots bâtis et permettre au reste des espaces d'être très investis par la biodiversité, le végétal et d'autres usages. Donc l'autre aussi possibilité qu'on avait, c'est de raisonner les cheminements comme si on cheminait dans un parc, puisque tout est piéton. On n'est pas contraint par des trottoirs, donc on pouvait aussi répondre aux lignes de désir par un maillage de cheminement un peu différent de ce qu'on aurait fait dans des typologies d'espaces plus classiques. Et donc un projet lumière qui répond un peu au concept des socles actifs avec des intensités lumineuses liées aux usages et puis juste le fait d'assumer de profiter des bâtiments comme des sources de lumière
qui permettent de ne pas éclairer du tout le cœur de quartier autour de la rivière et d'avoir vraiment une trame noire radicale la nuit. Et enfin, voilà, tous ces principes de composition paysager, de fabrication de ces différents espaces, ils fabriquent aussi des milieux qui vont contribuer à diversifier les ambiances et qu'on a travaillé notamment avec Ecladonian, un de nos partenaires, et qui sont développés aussi avec cette fameuse ingénierie du sol, cette réflexion très précise sur comment on réutilise le sous-sol alluvial, on recompose les gradients de porosité pour être les plus performants possibles dans des contextes très piétinés ou des contextes où on a besoin d'infiltrer l'eau rapidement. Et voilà, donc je fais un petit zoom aussi sur 2 espaces publics pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble plus en détail. Donc la fameuse place de l'Étoile, qu'on a appelée place alluviale. On sait, c'est ce que je disais, on ne sait pas tellement si elle s'arrête là, si elle s'arrête au pont. Elle est très imbriquée avec les autres espaces publics, avec ici donc ce qu'on a appelé le promontoire des spectacles, qui est une grande surlargeur capable d'accueillir des événements, des rassemblements liés aux programmations de la tour ici. Et donc cette coupe qui raconte comment on fait une place poreuse. On a assumé qu'elles sont en pente vers la rivière, qu'on ait vraiment des plages, des grèves de cailloux où voilà, vont se mêler des usages très urbains et des usages qui vont être proches de ceux qu'on aurait peut-être en se promenant en montagne, sauf que là, on est en mocassin. Et voilà, donc une perspective depuis le promontoire des spectacles vers ce qu'on a appelé les arbres cathédrales aussi, l'idée d'une canopée très haute. Ici, une image d'une des rues principales qu'on appelait rue Parc, l'avenue de la Praille, avec évidemment des structures arborées qui sortent des alignements et qui sont plutôt des bosquets où on peut s'installer. Voilà. Et alors, une image pas très sexy pour conclure, mais juste ce qu'on voulait dire aussi à travers ce récit, c'est que c'est quelque chose qui se prolonge bien évidemment après les concours. Mais nous, ces histoires qu'on se raconte, c'est ce qui nous permet de tenir ensuite la réalité de la mise en œuvre de ce type de projet qui s'étale jusqu'en 2040 si tout va bien, et donc qui est très fragmenté parce qu'on a une multiplicité de concepteurs, d'architectes, un phasage très compliqué. Donc si on veut arriver à avoir cette vision unitaire, il faut voilà, ce récit tient le puzzle, quoi. Et l'idée, c'est de surtout pas avoir un projet Frankenstein à la fin avec des raccords visibles. Donc le récit tient est capable de supporter ça. Et voilà, j'ai fait un focus aussi sur une maquette d'études qui est vraiment au cœur du site et qu'on a pas mal trituré après le concours. Pour vous dire la complexité des choses, on a ici un concepteur archi, un autre ici, on a un tunnel en dessous, une rivière qui passe sur le tunnel, un concepteur pour le tunnel, un concepteur pour la rivière, et nous, on est autour. Voilà, donc on agrège tout ça. Et voilà, on s'accroche à notre récit, on est content, mais voilà, c'est des complexités évidemment, heureusement qu'on perçoit pas à l'école, tant mieux. Et voilà. On va continuer sur un autre type de récit qui est plus une manière de transmettre les choses et qui raconte un peu une histoire de lien avec la maîtrise d'ouvrage aussi, que Chloé va vous raconter. Oui, donc de l'autre côté des Alpes, à Munich, c'est un projet qui se trouve dans le quartier de Maxvorstadt, qui est un quartier du 18e, fin 18e, début du 19e siècle, qui se trouve au nord-ouest du centre historique. Donc on reconnaît ici par sa forme un peu ronde et son tissu un peu moins tramé. Et puis donc on est ici voilà, dans ce quartier d'urbanisation, de lotissement du 19e siècle, qui est un quartier singulier que je vous décrirai après, mais pour situer un peu le contexte
la manière dont on est rentré dans ce projet, en fait, c'est un projet qui a démarré par un concours d'idées sur donc ce quartier qui est désormais le quartier des musées à Munich. Même si je dis désormais, ces musées sont des institutions qui sont là pour certaines depuis la création du quartier, en fait. Donc c'est un concours d'idées qui a été organisé par une institution qui s'appelle Kunstareal, qui fédère les musées du centre de Munich. Et donc après des années et des années d'études, un plan guide, voilà, tout un tas de recherches un peu avortées, abandonnées, les institutions cherchent à s'unir et ont conscience aussi de leur atout qui est de partager, d'être réunis au sein du même quartier et d'avoir un site assez exceptionnel à partager. Et donc, elles ont lancé un concours pour un peu relancer la dynamique, relancer la balle et trouver un peu une idée pour voilà, trouver une unité. Et je pense qu'ils attendaient un peu une réponse autour du design, peut-être une œuvre d'art, un concept. Et donc nous, on a été invités par l'atelier Le Balto, que vous avez vu ici en conférence il y a quelques semaines. Voilà, on a été cooptés sur ce concours, puisque ayant participé justement à ce millefeuille d'études, ils avaient le droit d'inviter quelqu'un à participer au concours. Et donc voilà, on s'est lancé. Donc ce quartier, c'est un quartier singulier parce qu'il est, voilà, quand on le découvre, il est marqué par des grands objets, ces fameux musées, et par un grand vide en fait. Donc on a une concentration de musées assez exceptionnelle. On a aussi des universités, des galeries qui sont rassemblées dans cette grande trame qui délimite le quartier. Et donc voilà, on a ces immenses étendues de pelouse qui accueillent ces gros pavés, ces gros bâtiments du 19e siècle qui sont postés au centre de grandes parcelles. Donc c'est un paysage assez surprenant en ville, mais voilà, qui a un énorme potentiel parce qu'il y a cette sensation d'espace et en même temps c'est un paysage assez binaire avec voilà, des grandes pelouses qui, en plein été, c'est quand même assez aride. Donc voilà, c'est un quartier assez particulier et assez questionnant en fait, où on a tout de suite envie un peu d'occuper ces vides et puis après on se rend compte que cet espace c'est quand même une qualité. Donc voilà, c'est un quartier aussi qui a une histoire complexe, douloureuse, puisqu'il était vraiment au cœur de toute la machine nazie. Donc ces grands espaces, ils ont été aussi voilà, au XXe siècle, les parterres du XIXe ont été dégagés pour accueillir les manifestations des nazis, et donc c'était vraiment aussi un quartier, enfin voilà, le quartier général de toute la machine. Donc c'est un lieu qui était difficile à aborder pour ça. C'est un lieu pour lequel il s'est pas passé grand chose au XXe siècle parce qu'il a fallu du temps pour être en capacité de le reconstruire et d'agir dessus. Donc les premiers musées qui se sont reconstruits à la fin du XXe siècle se sont construits un peu autour de l'art contemporain, et l'art a vraiment aussi fait renaître ce quartier. Donc on a des interventions aussi de reconstruction assez délicates, assez subtiles, comme dans voilà cet énorme bâtiment de la Halte Pinakothek où on a voilà une restauration délicate. Il y a une approche assez intéressante de la mémoire, et donc voilà des nouveaux musées, mais aussi des nouveaux usages, un quartier vivant, un peu comme un campus qui présente beaucoup d'atouts, et aussi les contraintes d'un quartier urbain avec une large place laissée à la voiture, qui est une nuisance aussi, mais qui ampute aussi ces grands espaces qui peuvent pas s'étirer de façade à façade, puisqu'on a toujours les voitures qui créent un obstacle visuel. Et donc on a des voies extrêmement larges et longues à traverser, et peu de chemin sur les parcelles, ce qui souvent on se retrouve à longer les voies, donc on n'a pas forcément une expérience aussi de ces espaces. Et donc voilà les atouts d'un quartier vivant avec des universités et l'opportunité justement de ces grands espaces libres dédiés aux usages. Donc c'est vraiment un gros levier d'aménagement. Mais pour autant, voilà, on est aussi à l'échelle d'un grand parc, puisque là on voit représenter le centre-ville dans sa représentation ancienne, mais on voit qu'on est sur une échelle qui peut
a vraiment un rôle de relais, notamment aussi avec ce très grand parc qui s'appelle Englischer Garten, qui est le poumon vert de la ville. Donc on a vraiment un positionnement stratégique de ce quartier au cœur de Munich. Donc la question pour nous, c'était vraiment, mais ok, qu'est-ce qu'on va leur proposer en fait? Quel est le concept? Comment trouver une unité? Comment fédérer ce quartier? Et sachant qu'on était dans un concours d'idées, donc il fallait aussi et face à des disciplines qui n'étaient, enfin, il n'y avait pas que des paysagistes. Donc pour nous, c'est une évidence. Le parc est là, mais ça se voit pas. Il a pas de nom, pas de structure, pas d'identité. Les gens d'ailleurs savent pas vraiment comment s'appelle ce quartier quand on en parle. Et donc il fallait trouver un concept fédérateur. Et c'est vrai que on s'est vraiment questionné longtemps. Est-ce que c'est pas trop simple de proposer un parc? Et finalement, tout s'est déclenché au moment où on a trouvé un peu ce nom, cette idée de Kunstgarten, qui littéralement traduit en allemand, ça veut dire jardin des arts, ce qui veut pas dire grand-chose, mais pour les Allemands, en fait, ça évoque les parcs paysagers développés à la fin du 18e et au début du 19e siècle en Allemagne, notamment par le paysagiste Peter Joseph Lehne, comme justement le Englischer Garten dont je parlais tout à l'heure à Munich ou le Tiergarten à Berlin, qui est peut-être plus connu. Et pour nous, ça nous semblait un clin d'œil intéressant parce que cette évocation de la nature qui était faite dans ces grands parcs paysagers qui imitaient la nature, qui invitaient la nature dans des nouveaux aménagements, on trouvait que c'était un clin d'œil intéressant à réinviter à notre époque en fait. Et donc proposer un nom, c'était finalement accompagner cette mutation, proposer une vision aussi et une nouvelle identité fédératrice, mais aussi une histoire qui recoue, une histoire qui aide à faire des choses en fait, qui met la machine en route quoi. Et donc on a imaginé comment le parc pouvait se mettre en œuvre petit à petit. Donc comme ils n'avaient pas en tête qu'ils allaient faire un parc, il fallait aussi leur livrer la méthode. Et donc, on a imaginé que c'était un parc qui pouvait se mettre en œuvre, step by step, en leur proposant six concepts qui pouvaient être des actions à la fois concomitantes ou successives et qui allaient permettre de révéler ce qui était déjà là, en fait. C'est-à-dire, vous avez un parc, il suffit de pas grand-chose pour le mettre en œuvre. Et donc la méthode, elle était importante puisqu'à l'époque, on n'avait pas d'argent, pas encore de maîtrise d'ouvrage. Il y avait que nous qui voulions faire un parc, en fait. Donc là, pour nous, le premier, ça consistait à constituer une lisière, déjà marquer la différence avec la ville, révéler finalement le bord de cet espace, puisque on avait cette sensation de parc et en même temps, on se rendait pas forcément compte de la transition avec le milieu urbain. Et puis marquer aussi les entrées, donc des fameuses Tor en allemand, des grandes portes qu'on a déjà en partie sur site et qu'on proposait de décliner aux différentes entrées du parc. Le second concept, c'était assez classiquement développer des bosquets, augmenter la biodiversité, puisqu'on est sur une structure assez binaire, je l'ai dit tout à l'heure, où on a des grandes pelouses, mais aussi des alignements monospécifiques de marronniers, donc quelque chose d'assez qui a un enjeu aussi à s'enrichir et un gros potentiel à développer de ce côté-là. L'autre point pour nous qui avait trait à la composition et à vraiment l'action sur l'espace, c'était de cadrer ces espaces plutôt que par les routes, en fait, d'intervenir sur ce grand continuum pour donner un fond aux clairières, catégoriser les espaces, mobiliser vraiment nos outils de paysagistes pour justement construire, cadrer, donc à la fois par le végétal et à la fois par le motif du socle, qui est un motif qu'on trouvait sur site, donc des
voilà, des petits murets de pierre coquillarde qu'on proposait de décliner aussi pour offrir par ailleurs des assises sans pour autant charger en mobilier, parce qu'il y a un besoin énorme aussi de s'asseoir dans ce quartier, d'autant qu'on a un public assez âgé qui vient visiter les musées, donc qui peut pas forcément s'asseoir par terre comme les étudiants. Et puis voilà, un travail aussi qui rejoint celui du cadrage sur les clairières et les bosquets, où il y avait un enjeu de rééquilibrer cette structure binaire pour à la fois habiter l'ombre, s'orienter, travailler vraiment cette matière végétale, cette matière des pleins et des vides pour constituer le parc. Et puis d'autres enjeux, ceux de justement de l'occupation du parc, habiter le parc par des pavillons, par des usages, par des mobiliers flexibles, ce qui permettait de répondre aux usages, mais aussi de faire signal et d'être à l'échelle de tous ces grands objets. Puisqu'il y avait vraiment un enjeu quand même sur la signalétique qui était une demande du cahier des charges très maigre du concours. Et puis le dernier concept, la dernière brique qu'on proposait, c'était sortir du cadre. Donc le cadre rigide, c'est aussi la trame, donc la trame de la ville. Mais c'est aussi développer un concept d'arbre échappé qui peut sortir des alignements, qui est un concept qu'on avait déjà développé sur d'autres projets qu'on aime bien à l'agence, qui permet de révéler à la fois ces grands espaces, donner une autre échelle à ces grands bâtiments, et puis jalonner l'ombre, en fait, donner des possibilités d'avoir des relais d'ombre ou du mobilier mobile pour se déplacer à l'ombre. Donc le concours a été accueilli au-delà de nos espérances, puisqu'on a été désigné lauréat à l'unanimité, et l'accueil enthousiaste que les collectivités et les élus ont fait au projet, ça a initié une nouvelle étape, puisque ça leur avait plu et il fallait maintenant inventer avec eux le projet, en fait. C'est un peu la situation dont on rêve toujours quand on est à l'école, on a une idée, on leur donne envie, et maintenant ils disent OK, on le fait. Et donc ça s'est vraiment passé comme ça. Ils sont venus vers nous et nous ont dit on a envie de faire avec vous, aidez-nous, en fait. Qu'est-ce que vous proposez? Donc on a posé ensemble les bases de la commande, donc en inventant à la fois le projet et sa méthode, quoi, avec une grosse motivation, pas vraiment d'argent, mais l'idée c'était de se dire ce qu'ils allaient mettre dans une œuvre, ils allaient l'utiliser pour nous payer une faisabilité, un diagnostic, pour donner un peu une assise au projet, et après aller chercher de l'argent pour le mettre en œuvre, en fait. Donc on a d'abord testé un peu ce concours d'idées jeté au travers d'un diagnostic, puis d'une faisabilité qui permettait aussi de questionner, de préciser un peu plus les choses. Par exemple, là, sur l'exemple de la lisière, de détailler différentes typologies de lisière en fonction du contexte aussi. Et puis, interroger les besoins des habitants dans le cadre d'un festival. Donc, pareil, comment faire une étape de concertation extrêmement rapide en donnant des parapluies aux gens, en leur demandant d'aller se photographier. Enfin, ça s'est fait vraiment avec les moyens du bord, mais en même temps avec une logique de construire les choses, quoi, d'avancer, et donc comment on peut décliner ces différents concepts, ces différentes briques en stratégies qui pourraient être mises en œuvre et développer différentes thématiques et prises en charge par les services de la ville, en fait, parce que l'idée sur un site comme celui-là aussi grand, c'est pas d'avoir un maître d'œuvre qui va faire un seul projet, mais plutôt de fédérer tout un tas d'actions qui vont pouvoir donner vie au projet, que ce soit par les services en interne ou par le lancement de nouveaux concours, de la rédaction de cahiers des charges. Et donc on arrive là à la fin de notre étape de faisabilité. C'est la fin d'une étape, je pense,
si on l'avait imaginé au début du concours, ça nous aurait semblé une montagne, parce qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait ensuite depuis le concours, et c'est que le début. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la production d'un récit, d'une histoire, d'une image et même d'un nom, qui a vraiment réussi à tirer les gens derrière ce projet, en fait. Et à s'en emparer et à commencer à faire les choses avec nous, et voire même après sans nous, en fait. Et ça va se prolonger. Ils ont déjà lancé des études pour trouver des financements. C'est quelque chose qui se met en route et dont on est assez curieuse de la suite. Et donc voilà, je repasse la parole à Céline pour le dernier projet de la soirée. Oui, donc la dernière histoire, c'est celle de la Cité de l'Abreuvoir à Bobigny. Donc, très rapidement, c'est un projet pour lequel on travaille sur des espaces résidentiels avec des architectes mandataires. Le récit d'Émile, c'est pour dire que on travaille sur un autre projet. Il se trouve qu'on travaille sur 2 projets d'Émile Aïot. L'autre projet, on travaille sur les espaces publics de la cité de Chanteloup-les-Vignes, la cité de la Noé. Alors, j'imagine que vous avez entendu parler d'Émile Aïot, donc j'ai mis quand même quelques images, parce que cette histoire du récit d'Émile, c'était aussi pour nous une manière d'essayer, dans notre conception paysagère, de rentrer dans son jeu d'une manière ou d'une autre. Alors voilà, toutes les images qu'on avait et qu'on a aussi accumulées à travers ces 2 projets, je les passe rapidement. Donc c'est des projets assez pharaoniques. C'est un architecte qui a répondu aux grands besoins de logement d'après-guerre, mais qui se distinguait complètement du mouvement moderne et de la charte d'Athènes. Et il avait une attitude presque d'artiste, quoi. Il arrivait avec un pinceau et hop, ça devenait un bâtiment. Donc c'est des linéaires énormes. C'est une manière de concevoir. Je vais évidemment pas parler des enjeux architecturaux, mais plutôt de ce que ça génère en termes de forme urbaine. Donc c'est des quartiers très spéciaux. Donc il travaillait beaucoup avec des artistes. Il y a une volonté de faire de la place aux enfants, aux individualités. Il y a beaucoup de poésie dans ses concepts d'origine. Aujourd'hui, c'est quand même vraiment des lieux qui sont tous en souffrance. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'était des espaces publics hyper généreux, pour certains qui ont été remplis de voitures ensuite. Donc il y a presque j'ai mis pour l'anecdote cette photo de la haine qui était tournée à la Cité de la Noé. Donc il y a presque cet aspect de décor, mais qui accueillait des vrais gens de la vraie vie. Et donc il y a quelque chose qui a pas marché, mais il y a une espèce de moteur poétique dans la réflexion au départ de ces projets qui nous intéressaient. Donc là, la Cité de l'Abreuvoir, elle est particulière parce qu'elle est quand même restée assez intacte. Elle n'a pas subi les démolitions de l'ANRU 1. Elle est classée patrimoine remarquable du XXe siècle. Donc c'est un objet, un ovni urbain dans une nappe de pavillons, comme il y a beaucoup en banlieue parisienne. On est à environ 10 km du centre de Paris. Et donc c'est un endroit très enclavé. Mais qui a, juste pour vous montrer la dimension, en fait, on a un parc départemental ici, le parc de la Bergère, qui fait 15 hectares, et la Cité de l'Abreuvoir elle-même fait 13 hectares. C'est énorme, c'est un espace résidentiel avec des enjeux d'usage public. C'est un espace complètement ouvert et qui va faire l'objet en partie d'une rétrocession en espace public, mais les espaces résidentiels restent énormes et comme elle est classée, on a la chance de ne pas associer résidentialisation à clôture, ce qui est souvent le cas. Donc là, vraiment, tout l'enjeu, c'était de travailler ces espaces résidentiels, d'en dessiner les limites sans les clôturer. Donc, comme je le disais, elle est restée vraiment complètement intacte. Donc les logements sont vraiment en très mauvais état, mais il y a des espaces verts vraiment qualitatifs. Il y a
pas beaucoup d'usages, à part des quads. Il y a il se passe pas grand-chose, mais les gens sont assez attachés à ces espaces. Dans les espaces extérieurs, il y a 2 ambiances. Il y a celle des mailles, qui sont des ensembles monospécifiques qui ont été un peu conçus comme les objets architecturaux. Il y a une ligne un énorme serpentin de tilleul et 2 poches de marronnier. Et ensuite, c'est vraiment que des grandes pelouses avec des arbres. Et il y a tout un réseau de voies très routières remplies de voitures, en fait, à l'arrière des bâtiments. Donc, il y a vraiment 2 faces, voirie, voiture, et à l'intérieur, ces grandes pelouses assez qualitatives. Et donc, des formes urbaines assez diversifiées, avec des jeux de couleurs qui se sont un peu dégradés par rapport aux intentions d'origine. Ils travaillaient avec Rieti IO sur ces couleurs, et donc vraiment un jeu de plein de vides assez intéressant. Et on s'est dit, dans les espaces extérieurs, il n'y a pas le même jeu, il n'y a pas ce jeu de couleurs, les cheminements sont perdus, ça fonctionnait pas très bien, tout était assez surdimensionné. Donc on a un peu interrogé ce projet d'IO comme si c'était un tableau. En fait, on a regardé un peu où étaient les lignes de force, et on a décortiqué ça même en 3 dimensions sur photo. Comment est-ce qu'il n'y a pas aussi une qualité dans ces très grandes lignes, plutôt que enfin, c'était pas du tout l'intention d'ailleurs de les démolir en partie, mais se dire ok, c'est des linéaires exceptionnels, qu'est-ce qu'on en fait, comment on joue avec ça. Donc on est arrivé à ce plan masse qui, en gros, distingue 3 grands secteurs. La prairie des Tours, où l'idée c'est vraiment de répondre à ces petits objets de tours dans une grande prairie. Donc on touche pas à grand chose, en fait, on s'appuie sur ce qui s'y passe déjà. Le long jardin, c'est vraiment venir accompagner tous ces serpentins avec une épaisseur jardinée. Et la cité jardin, c'est autour des tripodes qui sont un peu comme des grosses maisons, en fait. C'est comment on vient diversifier les typologies arborées et fabriquer des plans pour un peu apporter des ambiances qui n'existaient pas dans le projet d'origine. Et puis, donc il y a on a développé une réflexion sur le sol et la manière, et en lien évidemment avec les usages. Et comment répondre aujourd'hui aux nécessités d'améliorer le maillage piéton en fabriquant aussi des lignes de couleurs, rendre les choses un peu plus lisibles, tout en aussi en appuyant ce jeu de composition qu'on trouvait moins fort dans les extérieurs. Et puis finalement, on doit dessiner des limites foncières. Pourquoi est-ce qu'on s'amuse pas avec des lignes colorées pour marquer ces limites et avoir presque une attitude de land-art, de dessin de ces limites rouges dans le site pour marquer les domanialités plutôt que de les clôturer. Sur les strates basses, c'est pareil, on est venu envelopper certains des bâtiments pour intimiser les rez-de-chaussée et avoir en revanche des grandes pelouses disponibles sur d'autres parties de la cité. Et puis on a ces bandes qui viennent accompagner les serpentins qui servent aussi à gérer les eaux pluviales. Et voilà, on a travaillé sur la couleur de ces espaces paysagers en lien avec les bâtiments, et on a beaucoup échangé avec les architectes sur ces gammes de couleurs, et avec l'idée aussi d'arriver à avoir une présence colorée toute l'année avec des feuillages aussi, donc quelque chose de très ornemental qui va un peu à rebours de ce qu'on fait aussi beaucoup plus aujourd'hui avec des essences locales. Là, on est vraiment très ornemental. Et voilà, donc quelques croquis qu'on a fait pour tester un peu ces principes. Voilà, ces voiries très routières qu'on transforme en voies partagées avec des cheminements, ce maillage piéton, ces lignes colorées qui viennent aussi prendre de la place sur les voiries. L'idée aussi d'accueillir mieux dans ces logements, d'avoir comme des halls déportés avec des lieux où s'asseoir. Et puis ici, des collages qu'on a fait à 4 mains avec les architectes. Donc ils ont travaillé avec des tableaux de Bonnard
qu'ils ont réinterprété, qu'ils ont recollé sur leurs bâtiments. Donc ça, c'était des tests de couleurs de bâtiments qui ont évolué depuis, mais sur lesquels on intervenait, nous, avec nos idées de couleurs sur le végétal. Et donc, pour terminer, voilà les perspectives qui ont été produites pour le PC, avec donc ces fameuses lignes rouges qu'on voulait pas du tout d'une taille de cheminement et qui font 60 cm de large, qu'on voulait volontairement comme des lignes qui servent à montrer que au-delà c'est une gestion publique et puis de l'autre côté c'est une gestion privée, et puis ces diversités d'arbres, de petits, de CP, de choses intermédiaires qui sont pas du tout présentes sur site aujourd'hui, qui viennent un peu habiller ces grosses maisons que sont les tripodes. Ici, le site des Tours, donc très peu modifié, avec ce long jardin qui est tout un linéaire de nous. Donc, on a un peu épaissi pour protéger ces rez-de-chaussée. Et voilà, en dernier lieu, ces serpentins avec ces petits accès au logement, ce qu'on a appelé des petites placettes d'accueil, avec toujours des jeux de mobilier colorés, les lignes, les cheminements rouges ensuite. Voilà, c'est un peu abrupt. On termine. Donc bon, on a un peu débordé en plus, donc on va conclure là-dessus, sur cette image de serpentin d'Émile Aïot. De Barbie, me dit Chloé, c'est les placettes de Barbie. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on serait ravis de répondre. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, d'être restés et d'être venus d'abord.